Alors, vous le connaissez, je reçois maintenant Yannick Nézet-Séguin, le chef de l'Orchestre métropolitain. Maestro, bonsoir. Bonsoir. C'est pas tout à fait votre genre de musique, j'imagine, mais quand même. De la bonne musique, des bons artistes, ça fait partie de la même famille. Alors oui, j'ai des goûts éclectiques. C'est bien. On se disait qu'il y avait beaucoup d'artistes donc qui avaient dû peut-être, ou qui songent à abandonner leur carrière dans la musique parce que la Guilde, je crois, a fait un sondage qui disait que plus de la moitié songent ou envisagent de laisser tomber. Il y en a à peu près 20 qui ont déjà décidé de quitter. C'est dramatique. C'est dramatique, en fait, c'est que une crise comme celle qu'on vient de vivre, ben, on est encore dedans, mais les 12 derniers mois, ça nous met encore en face la fragilité de notre milieu culturel, la fragilité des artistes. On a une aide au Québec ici qui est très appréciable et il faut être reconnaissant, il faut savoir être reconnaissant quand on compare à d'autres pays. Mais cette aide-là, elle va plus souvent aux institutions. Et les institutions payent leurs artistes, c'est sûr. Alors, des gens comme l'Orchestre métropolitain, on est choyés. Mais il y a un écosystème autour. Il y a des artistes pigistes, il y a des artisans, il y a des gens qui travaillent dans les festivals l'été. Et c'est des années, c'est une richesse culturelle, c'est un patrimoine de gens qui ont des spécialités, qui sont formés et que ça a un effet d'entraînement incroyable, ce qui vient de se passer. Et c'est ce qui m'a inquiété, moi, depuis le début et qui m'a motivé à travailler comme je l'ai fait pour essayer, à ma propre façon, mais comme bien d'autres, d'essayer de garder ça en vie le plus possible. Oui, parce que vous avez travaillé beaucoup, finalement, pendant la pandémie. Vous avez été créatif sur le numérique. En fait, quand on est un directeur artistique, quand on est un chef, on est comme une locomotive. Hein? Donc, derrière soi, il y a plein de wagons et si moi, je ne mets pas l'épaule à la roue avec mes équipes, je ne suis pas tout seul, évidemment, la superbe équipe du Métropolitain, mais d'autres institutions aussi, c'est pour faire travailler les gens autour et profiter du maximum des opportunités qu'on nous a données dans le milieu culturel ici au Québec, qui étaient bien meilleures qu'ailleurs, mais justement, vous venez de le dire, par le numérique, pour essayer de donner de l'argent aux gens, mais aussi, puis j'écoutais dans cette magnifique émission, on parle beaucoup des services. Et la musique, l'art, le théâtre, la littérature, c'est un service. Alors là, on ne se mettra pas à faire le débat sur l'essentiel. Essentiel ou pas? Non, j'oserais pas dire qu'on est essentiel comme quelqu'un qui donne des soins en fin de vie, des soins de santé. Pour nous, les musiciens sont tellement essentiels, on n'a jamais réalisé autant qu'il nous manquait. Bien, vous le dites comme ça, on voit cette magnifique salle ici, la salle vide, ça vient nous chercher parce que c'est ce qui nous manque pour que l'art reste en vie. Mais en attendant, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de donner du réconfort aux gens durant cette période trouble, donner du réconfort, que ce soit en allant jouer dans les CHSLD ou même tout un chacun dans sa quarantaine. Finalement, si on avait dit dans la quarantaine, pendant votre confinement, vous êtes privé aussi d'écouter la musique, de regarder la télévision, d'avoir des séries, de lire des romans. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est essentiel, mais tout ça, ça ne vit qu'à cause des artistes. Et ça, parfois, peut-être qu'on l'oublie. Ça prend des gens derrière tout ça, tout ce qu'on voit qui est même numérique. Ça prend des gens, il faut les nourrir, ces gens-là, il faut les cultiver, en fait. Mais ça, vous pensez que le numérique, ça va rester? Parce que c'était quand même difficile sans public pour les artistes, j'imagine. C'est très difficile, mais le numérique peut rester et peut vivre seulement si l'art vivant reste. C'est-à-dire que le contact avec le public, le fait de performer, d'échanger ce moment magique qu'il y a dans une salle ou qu'il y a même dans un cinéma quand on se met ensemble et qu'on vit les mêmes émotions, mais qu'il y a dans une salle de concert, il y a une interaction qui est là, qui est irremplaçable et que le numérique ne peut pas remplacer. Mais le numérique, et ça a été une bonne chose, a pu nous aider à développer un outil de plus. Et d'ailleurs, on était dû, je trouve, en tout cas en musique classique, on était dû de pouvoir explorer ce médium pour rejoindre un public qui ne vient pas normalement dans nos salles. Et on s'est rendu compte avec nos présentations, en tout cas à l'Orchestre métropolitain, qu'on rejoint un nouveau public avec nos présentations numériques. On a bien l'intention de les garder, mais
ça ne peut pas être que numérique. C'est pas la même magie. Et surtout, le numérique peut exister seulement si on est ensemble. Mais on attend tous, on espère tous qu'on va pouvoir retourner voir des concerts, des spectacles, du théâtre. Mais est-ce qu'on va reprendre comme c'était avant, d'après vous, où le numérique a changé un peu les choses, mais qu'est-ce qui va changer? Est-ce que le monde des arts de la scène va être le même? Je pense pas que le numérique est l'ennemi pour reprendre comme c'était. En fait, il n'y a pas d'ennemi. Je pense que moi, bon, c'est sûr que je suis d'une nature optimiste, mais ce que je crois, et je sens l'envie du public de revenir dans les salles. Oui. C'est sûr qu'il y aura une période de crainte. Je vais l'appeler le crescendo. Là, on est prêt. On a été pianissimo trop longtemps. J'attends le crescendo pour qu'on puisse retrouver notre public. Mais ce qui va changer, j'espère pour le mieux, c'est par exemple, ce qui est arrivé dans nos programmations. On a dû les détruire, ces programmations, parce que tout s'est écroulé d'un jour à l'autre il y a 1 an. Et en reprogrammant, ça nous a donné l'opportunité d'ouvrir et d'accélérer des conversations bien nécessaires, j'ai envie même de dire, qui auraient dû se passer depuis longtemps, quant à la diversité de nos programmations, à la représentativité, à l'inclusion, aux ponts qui se font aussi entre les formes d'art. Moi, c'est ce qui me motive, les ponts, pas les murs, d'avoir des collaborations entre le théâtre et les orchestres, des collaborations entre un street artiste de rue et un humoriste, d'avoir des collaborations comme ça interculturelles. Et ça, je pense que ça va rester. Et je souhaite qu'on ne retourne plus en arrière dans cette espèce de productivité à tout prix. Il faut produire tant de représentations de théâtre parce qu'on doit. Et la routine... mettait une pression. Ça met une pression, puis la routine s'installe. Alors là, il n'y en a plus de routine et on a vu ce qu'on a perdu. Et je pense qu'on est peut-être, je souhaite, en tout cas, je sais que pour moi, j'ai eu l'impression que ça m'a permis de me recentrer, de revenir à l'essentiel de pourquoi l'art a besoin de... Le cœur de l'art a besoin de battre. Et c'est pour refléter qui on est et pouvoir se parler et échanger et être le miroir de qui on est et d'être le miroir de l'autre aussi. Et d'avoir cette inclusion-là, c'est vraiment ce que je nous souhaite. Il y a beaucoup d'artistes qui ont dit qu'ils s'étaient sentis, vous ne vouliez pas trop en parler, mais qui se sont sentis un peu exclus en disant on n'a pas été considérés comme des travailleurs essentiels. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que justement nos artistes, vous avez parlé de leur précarité qu'on a vue pendant cette crise, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour justement qu'ils deviennent plus essentiels, ces artistes? Oui. Bien, d'abord, je dirais que le statut de l'artiste, c'est quand même un débat qu'on a dans notre société depuis quelque temps. Et c'est quelque chose qui existe plus en Europe. En fait, c'est sûr que si on se compare aux voisins du Sud, et moi, en étant responsable aussi, oui, du Met et de Philadelphie, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Cette précarité est encore plus cruelle, je dirais. Mais en Europe, il existe quand même des façons de considérer l'artiste comme un certain statut, c'est-à-dire une façon de payer l'artiste pour qu'il puisse vivre aussi de son art, puisse créer. Alors, on a plein de programmes. On est presque là, je trouve, au Québec, mais on n'a pas encore trouvé un moyen de rejoindre et de s'assurer de la pérennité des artistes. Parce que l'exemple et l'analogie que j'aime donner, moi, c'est par rapport à l'édifice, notre société, la société qu'on bâtit et dont on est fier malgré ses défauts, c'est comme un édifice, c'est comme un édifice avec des briques. Mais la culture, ce n'est pas une brique. C'est le mortier entre les briques. C'est ce qui tient tout ça ensemble. La culture est partout. C'est le reflet de ce qui se passe. Et dans cette reprise qui s'amorce, moi, c'est ce que je souhaite. Et peut-être que c'est là où on va voir encore plus l'essentiel. C'est l'art qui va nous aider à se sortir de la crise. C'est l'art qui va nous permettre cet exutoire, cette façon de se rappeler ce qui s'est passé sans jamais oublier, d'avoir des chanteuses qui trouvent des hymnes à nous chanter, d'avoir des nouveaux romans, des pièces de théâtre pour non seulement documenter, mais nous amener ailleurs collectivement pour notre santé mentale collective. Oui, on a tellement hâte. Yannick Nézet-Séguin, merci beaucoup d'être venu à cette émission. Merci de m'avoir permis d'en parler au nom des artistes. On a hâte de vous revoir en présentiel, comme on dit. Et moi donc, et nous donc, avec des sièges pleins. On l'espère. Merci beaucoup. Au revoir.